Vous ne pouvez pas partir. Le chuchotement de l'employé a retenti plus fort qu'un cri. Je me tenais au guichet de la préfecture de police à Paris, serrant un avis d'expulsion froissé et mes derniers 20 €. Je n'étais pas là pour faire du tourisme. J'étais désespéré, venu postuler pour un poste d'agent d'entretien. C'était mon ultime tentative pour garder la tête hors de l'eau. Mais alors que l'horloge scannait mon dossier, l'air stérile du bureau a été tranché par une lumière rouge pulsante et violente. Une alarme silencieuse s'est mise à tourner sur le mur, projetant une lueur rythmique et sanglante sur le comptoir. 2 gendarmes armés se sont avancés, leurs mains planant au-dessus de leur holster avec une intention létale. Les mains de l'employé tremblaient alors qu'elle levait les yeux vers moi, son visage vidé de toute couleur. « Madame », souffla-t-elle. Ce numéro de sécurité sociale appartient à une enfant décédée en 1991. Assise ici avec mon café, regardant le monde passer, je suis frappé par la fragilité de notre réalité. Quelle est votre boisson ou moment préféré de la journée en ce moment? J'ai hâte de lire vos commentaires. Mais revenons à ce bureau froid à Paris, où la seule vie que je connaissais était sur le point de s'évaporer. La lumière rouge continuait sa pulsation frénétique, peignant les visages des gardes en éclairs d'avertissement. Mon cœur était un oiseau piégé, mais mon esprit était déjà devenu froid. Juste au moment où l'ascenseur a tinté, l'attention des gardes a craqué. Un homme dans un costume noir sur mesure en est sorti, traversant le périmètre armé avec l'aisance de quelqu'un qui possédait l'air qu'il respirait. Il n'a pas regardé les armes ou l'employé paniqué. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec une reconnaissance qui me terrifiait plus que les SIG Sauer pointés sur ma poitrine. Il s'est arrêté exactement à 1 mètre et a chuchoté 3 mots qui ont incinéré toute ma réalité. Bon retour, Éléonore. Il ne m'a pas allumé droit. Au lieu de cela, il m'a conduite dans un bureau insonorisé qui sentait les grains d'espresso coûteux et le cuir vieilli. C'était un monde que je n'avais vu qu'à travers les fenêtres des hôtels particuliers que je nettoyais. Il m'a versé un verre d'eau glacée. Le cliquetis des glaçons contre le verre était le seul son dans la pièce. En prenant une gorgée, l'odeur forte et riche du café m'a frappé, et mon estomac s'est retourné. Pendant 14 ans, mon parfum signature avait été l'eau de javel industrielle et l'air humide et stagnant de la buanderie où je dormais. L'homme, le commandant Bertrand, a fait glisser un épais dossier cartonné sur le bureau en acajou. Il l'a ouvert pour révéler un rendu numérique et une photo de progression d'âge d'une jeune femme. Le test ADN rapide que nous avons effectué par rapport à la base de données des affaires non résolues de 1991 est revenu il y a 10 minutes. C'est une correspondance à 99,9%, Éléonore. Vous n'êtes pas juste une ressemblance. Vous êtes une certitude biologique. Elle avait ma mâchoire, mon nez exact et mes yeux. Mais elle n'avait pas l'air de passer ses nuits à calculer comment survivre un autre mois avec le SMIC. Elle avait l'air aimée. Votre nom est Éléonore de Valois, dit doucement Bertrand. Vous êtes l'unique héritière d'un empire immobilier et technologique valant 400 millions d'euros. Vous n'avez pas été abandonnée et vous n'étiez pas une erreur. Vous avez été kidnappée dans un parc en 1991. Le mot kidnappé aurait dû me briser. J'aurais dû sentir les murs se refermer. Mais au lieu de cela, c'était comme si un bilan comptable était enfin réconcilié. Toutes ces années où Marc, mon beau-père, m'avait regardé avec dégoût, me traitant de fardeau et de sangsue, prenait soudainement sens. Il n'avait pas été un tuteur sans amour. Il avait été un gardien surveillant une scène de crime. Il ne m'avait pas gardé par bonté de cœur. Il avait utilisé mon identité volée comme un abonnement à une vie qu'il n'avait pas gagnée. Avec moi payant la facture en sang et en sueur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé de câlin. J'ai regardé Bertrand dans les yeux et j'ai ressenti la première montée d'une clarté clinique glaciale. Ce n'était plus à propos d'une enfant disparue. C'était une OPA hostile. Marc avait passé 14 ans à tirer à découvert sur ma compassion, croyant que j'étais trop brisé pour vérifier le grand livre. Il avait tort. La victime qu'il pensait avoir réduite au silence était morte. Le témoin était réveillé. Et je ne voulais pas d'excuses. Je voulais une comptabilité de chaque centime, chaque minute et chaque souffle qu'il m'avait volé. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé, ma voix aussi stable que le marteau d'un juge. Dans mon esprit, l'horizon parisien s'est évanoui, remplacé par les murs gris et humides de la buanderie de Marc. C'était mon espace désigné. Marc ne m'avait même pas donné la dignité de mon vrai nom.
Il m'appelait Julie, un espace réservé pour la vie qu'il effaçait lentement. Je me souviens de les avoir regardés à travers la grande baille vitrée de la salle à manger. Marc et sa fille biologique, Chloé, s'asseyaient sous la lueur dorée et chaude du lustre, coupant dans des entrecôtes épaisses et saignantes qui coûtaient plus cher que ce que je gagnais en une semaine. Je pouvais entendre le tintement des verres en cristal, un son qui représentait un monde que l'on m'avait dit ne pas mériter de toucher. J'étais toujours de l'autre côté de cette vitre, serrant un sandwich froid fait avec le quignon d'un pain rassis. Quand j'osais frapper à la vitre, suppliant pour un moment de chaleur, Marc ouvrait la porte juste assez pour me dominer comme une ombre. La viande rouge est pour les gens qui contribuent, Julie, disait-il, sa voix étant un poison lisse et moralisateur. Tu as de la chance que je garde même un toit au-dessus de ta tête. Tu devrais être à genoux pour me remercier pour les restes. Pendant longtemps, je l'ai cru. J'ai porté le poids de cette dette perçue comme une pierre physique dans ma poitrine, croyant que j'étais une erreur qui devait s'excuser d'exister. Mais assise en face du commandant Bertrand, la chaîne invisible que Marc avait enroulée autour de mon esprit a finalement cassé. Ce n'était pas de la charité. C'était un investissement tactique. Marc n'élevait pas une belle fille. Il conditionnait un témoin à être reconnaissant pour sa propre prison. C'était la chaîne invisible du survivant, une cage psychologique où le gardien convainc le prisonnier que les murs sont un cadeau. Marc avait besoin que je sois brisé pour que je ne pose pas de questions sur pourquoi mon visage ne correspondait pas au nom sur les documents qu'il gardait sous clé. Il avait besoin que je sois désespéré pour que je n'aie jamais la confiance de regarder mon propre acte de naissance. C'était un trafiquant d'identité qui avait transformé ma vie volée en un plan de blanchiment de 400 millions d'euros. Marc n'avait pas juste volé mon nom. Il avait utilisé ma pauvreté comme bouclier humain. Il savait qu'une femme de ménage vivant dans une buanderie était la cachette parfaite pour une trace écrite de 400 millions. Si j'avais ressemblé à une héritière, le monde aurait commencé à poser des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Il m'a gardé affamé pour garder son empire invisible. Mon existence en tant que Julie, le fardeau, était le camouflage qu'il utilisait pour cacher Éléonore, l'héritière. Chaque fois qu'il me traitait d'inutile, c'était un mouvement pour protéger sa marge bénéficiaire. Il ne me haïssait pas parce que j'étais inaimable. Il me haïssait parce que j'étais une scène de crime marchant dans ses couloirs. J'ai frotté mes poignets, la peau encore sensible du poids de la vie que j'avais été forcé de porter. Marc avait tiré à découvert sur mon silence pendant plus d'une décennie. Mais il avait oublié une chose à propos de la comptabilité. Finalement, les comptes doivent s'équilibrer. Ce n'était plus un drame familial. C'était un audit hostile. Et le temps que j'en ai fini, j'allais m'assurer que Marc réalise que l'erreur qu'il cachait était la seule personne qui allait prendre tout ce qu'il avait construit sur mon sang. La porte du bureau insonorisé ne s'est pas simplement ouverte. Elle a explosé vers l'intérieur avec une violence qui a brisé le silence. Je n'ai même pas eu le temps de crier avant que deux policiers en uniforme ne prennent d'assaut la pièce, leurs mains posées sur leurs armes avec une intention létale exercée. Et marchant derrière eux, traversant le périmètre fédéral comme s'il entrait dans son propre salon, se trouvait Marc. Il ne portait pas les chemises en flanelle tachées dans lesquelles j'avais l'habitude de le voir. Il était dans un costume en laine coûteux et parfaitement taillé, le tissu luisant sous les lumières stériles du bureau. Il n'a pas regardé le commandant Bertrand. Il m'a regardé droit dans les yeux, et ses yeux n'étaient pas remplis de la colère à laquelle je m'attendais. Ils étaient morts. Éloignez-vous de la suspecte, aboya-t-il, sa voix résonnant sur les murs de verre comme un marteau de justice. Bertrand a tenu bon, plaçant son corps entre moi et les policiers. C'est une enquête fédérale, Marc, dit Bertrand, sa voix tombant à un niveau dangereusement bas. Vous n'avez aucune juridiction ici. Mais Marc n'a pas bronché. En tant qu'ancien procureur, il savait exactement où les fissures du système étaient cachées. Il avait manipulé ses anciennes connexions pour contourner la sécurité du hall, agitant une ordonnance de tutelle d'urgence et prétendant que j'étais une pupille mentalement instable qui avait perdu les pédales. Il n'était pas là juste en tant que père. Il utilisait une technicité juridique locale comme arme pour envahir une forteresse d'État. Pariant que son statut intimiderait quiconque se dresserait sur son chemin, il a claqué un morceau de papier plié sur le bureau en acajou avec un bruit sourd écœurant. J'ai un mandat signé par un juge d'instruction il y a 15 minutes, ricana Marc. Vol aggravé, crime passible de prison. Il a pointé un doigt vers moi, le même doigt qui avait piqué ma poitrine 1000 fois pendant qu'il me disait que j'étais une erreur.
Cette femme a volé pour 120 000 € d'obligations au porteur dans ma chambre avant de s'enfuir ce matin. Je la place en garde à vue. C'est un mensonge, ai-je crié, la clarté clinique dans ma tête momentanément éclipsée par une montée d'indignation brute. Je ne suis pas allé chez toi depuis des années. Mais Marc a seulement eu un sourire narquois, une expression froide et calculée qui me disait qu'il avait planifié ce mouvement bien avant que je n'entre dans ce bâtiment. Il a fait un signe de tête à ses agents, menottez là. L'un des policiers a saisi mon bras et l'a tordu derrière mon dos avec assez de force pour faire craquer mon épaule. J'ai crié, la douleur m'aveuglant une seconde. Mais je n'ai pas supplié. J'ai regardé Bertrand, cherchant le sauveur qu'il avait promis d'être. J'ai vu le calcul dans ses yeux alors que Marc s'approchait, torse contre torse avec l'agent de l'État. Attention, commandant, chuchota Marc, son ton dégoulinant d'une menace législative lisse. C'est un crime de droit commun, circonstance aggravante. À moins que vous ne vouliez entraver une arrestation légale inscrite au dossier, vous allez vous écarter. Bertrand hésita. Il savait que techniquement, un mandat local pour crime pouvait me sortir de la scie. Marc prétendait que j'étais un risque de fuite. Marc utilisait la bureaucratie même que Bertrand servait comme une arme. L'acier froid des menottes a mordu mes poignets, le clic du verrou sonnant comme un coup de feu dans le bureau silencieux. Marc a saisi mon bras, sa prise meurtrissant le muscle. Il s'est penché tout près, son souffle chaud contre mon oreille, sa voix un murmure destiné uniquement à moi. Je t'avais dit de ne jamais creuser, Éléonore, siffla-t-il. Je t'avais dit de laisser tomber. Maintenant, tu vas mourir dans une cellule de détention provisoire. Tu te pendras avec un drap avant même que tes riches parents ne touchent le tarmac. Le sang s'est vidé de mon corps. Mais je ne me suis pas effondré. J'ai réalisé alors que Marc ne m'emmenait pas en prison pour m'enregistrer. Il m'emmenait vers une exécution privée. Notre histoire n'était pas un lien familial. C'était une mauvaise dette que Marc essayait d'effacer définitivement. Il avait besoin que je sois un fardeau une dernière fois, un corps à éliminer pour que sa fraude de 400 millions puisse rester enterrée. Avance, hurla Marc, me tirant vers la porte. Alors que les policiers commençaient à me traîner vers l'ascenseur, j'ai senti le poids familier du personnage de Julie essayant de prendre le dessus. La partie de moi qui avait été entraînée à être une prisonnière calme et docile, mais cette fille était partie. Marc avait passé 14 ans à me rendre invisible. Mais aujourd'hui, j'allais être la chose la plus visible de tout son monde. Le couloir s'étendait comme un tunnel stérile. Les lumières fluorescentes au-dessus devenaient floues alors que les policiers me faisaient moitié marcher vers les ascenseurs. La main de Marc était un étau sur mon biceps, ses doigts s'enfonçant dans la chair tendre entre le muscle et l'os. Cette prise, je la connaissais. Je n'ai pas lutté contre leur force. Je ne me suis pas débattu. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que Marc n'attendait pas. Je suis devenu complètement molle. J'ai laissé tomber tout le poids de mon corps sur le sol en un seul mouvement soudain. C'est une astuce qu'on apprend quand on est forcé de déplacer des meubles lourds seul. Un poids mort est impossible à déplacer gracieusement. La chute soudaine a pris le policier à ma gauche au dépourvu. Sa prise a glissé, ses bottes dérapant sur le linoléum poli, et nous nous sommes arrêtés brusquement à exactement 3 mètres de la batterie d'ascenseur. « Lève-toi » grogna Marc, tirant sur mon bras avec une rage désespérée au visage violet. « Arrête de faire une scène. » Je ne me suis pas levé. J'ai planté mes talons et j'ai lentement redressé ma colonne vertébrale, tirant contre les menottes jusqu'à ce que la chaîne en acier soit tendue et morte dans ma peau. J'ai tourné la tête et j'ai regardé directement dans les yeux de Marc. Pour la première fois en 14 ans, je n'ai pas bronché. Je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai laissé voir exactement ce qu'il avait créé. La victime était partie. Le témoin était réveillé. Bertrand, ai-je hurlé. Ma voix n'a pas craqué. Elle n'a pas supplié. C'était un ordre. Vérifiez l'horodatage. Regardez le mandat qu'il a signé. Le visage de Marc est passé de la rage à une lueur de terreur authentique et frénétique. Faites la terre, aboya-t-il au policier. Mettez-la dans l'ascenseur maintenant. Mais c'était trop tard. Bertrand n'a pas ralenti. Il n'a pas posé de questions. Il a jeté tout le poids de son corps contre les portes de l'ascenseur juste au moment où elles se fermaient, les forçant à s'ouvrir avec un crissement de métal grinçant. 2 officiers de la sécurité nationale en uniforme ont surgi du poste de contrôle, leurs mains sur leurs armes,
bloquant la sortie. « Halte » aboya Bertrand. Sa voix n'était pas le ton calme et apaisant qu'il avait utilisé dans le bureau. C'était la voix d'un homme qui commandait des forces d'intervention. Personne ne bouge. C'est un territoire d'État. Je suis un ancien procureur et un tuteur familial exécutant une arrestation légale, rugit Marc, la sueur perlant maintenant sur son front. Montrez-moi le mandat, exigea Bertrand en tendant la main. Il n'a pas demandé. Il a attendu. Marc a serré le papier contre sa poitrine pendant une fraction de seconde. Le mouvement d'un joueur de poker cachant une main perdante. Puis, réalisant qu'il avait 3 armes pointées dans sa direction générale, il a fourré le papier froissé vers Bertrand. Lis-le et pleure, commandant, vol aggravé. Signé à 8 heures précises ce matin. Bertrand a ouvert le papier d'un coup sec. Il l'a scanné une fois, puis a levé les yeux vers l'horloge numérique au-dessus du bureau de sécurité. Puis il a regardé les moniteurs de sécurité derrière le poste de garde. Un calme froid et terrifiant s'est installé sur lui. « Vous êtes négligent, Marc, » dit Bertrand, sa voix tombant à un murmure qui ressemblait à de la glace. Il a retourné le papier pour que les policiers puissent le voir. Ce mandat a été signé à 8 heures précises, mais les caméras de mon bâtiment ont enregistré l'entrée d'Éléonore par les détecteurs de métaux nord à 7h45. Le hall est devenu silencieux comme la mort. Elle est sous protection de l'État depuis qu'elle est entrée, dit Bertrand, s'approchant de Marc, envahissant son espace. À moins qu'elle ne puisse se téléporter, elle ne pouvait pas voler 120 000 € d'obligations chez vous à 8 heures si elle se tenait dans mon hall 15 minutes plus tôt. Les policiers qui me tenaient ont desserré leur prise comme si ma peau s'était soudainement transformée en feu. Ils se sont regardés, puis ont regardé Marc. Ils ont réalisé qu'ils n'exécutaient pas une arrestation légale. Ils étaient complices d'un enlèvement en cours. Marc se tenait seul au centre du cercle, son autorité s'évaporant comme de la brume dans une fournaise. Son pouvoir loué venait d'arriver à expiration. « Relâchez-la maintenant », ordonna Bertrand, sa voix résonnant avec le poids du commandement. J'ai rampé en arrière sur le sol poli, mettant de la distance entre moi et l'homme qui avait volé ma vie pendant 31 ans. Le visage de Marc était un masque de rage violette et pulsante. Réalisant qu'il ne pouvait pas s'en sortir par la parole, il a finalement craqué. Les yeux de Marc étaient injectés de sang, sa façade de procureur sophistiqué se brisant en une pure désolation maniaque. Il ne se souciait plus des caméras ou des gardes armés. C'était un homme regardant un empire de 400 millions disparaître, et il était prêt à tout brûler avec lui. « Je ne pars pas sans elle », hurla Marc, sa voix se brisant de désespoir. Sa main a volé à sa ceinture. Il a arraché son tasé de son étui, le plastique jaune luisant sous les lumières du hall. Il l'a braqué sur Bertrand. « Reculez », hurla-t-il. « Je prends la garde de cette suspecte. » Il tenait un agent de l'État en joue dans un bâtiment officiel. Marc savait que c'était fini. Il n'était plus qu'un animal acculé essayant de survivre aux 5 prochaines minutes. Les gardes ont réagi instantanément. 3 SIG Sauer se sont levés en une synchronisation parfaite, leur canon braqué directement sur la poitrine de Marc. « Lâchez l'arme », ordonna Bertrand. Pendant un moment, on aurait dit que Marc allait les forcer à lui tirer dessus. Puis, la folie s'est vidée de ses yeux, remplacée par la réalisation creuse d'un homme qui avait perdu son levier. Il a jeté le tasé sur le sol en marbre et a lentement levé les mains. « Très bien », ricana Marc, sauvant sa dignité. « Faisons ça correctement. » Il a fouillé dans sa veste. Les gardes se sont tendus, mais il a sorti un document froissé. « Vous m'avez eu », dit Marc légèrement. Le mandat était faux. Je savais pour l'enlèvement. J'ai aidé à le couvrir. Je t'ai gardé. Je t'ai caché. J'ai volé ta vie. Bertrand s'est avancé avec les menottes, mais Marc a juste ri, un son sec et cliquetant. Non, je ne suis pas en état d'arrestation, dit Marc. Vérifiez le calendrier. L'enlèvement a eu lieu en 1991. Le délai de prescription pour enlèvement et fraude a expiré en 2011. Le hall est devenu mortellement silencieux. Vous ne pouvez pas me toucher. Je pars libre et légalement, vous êtes toujours incompétente. Je contrôle vos actifs. Vous avez raison sur la prescription de l'enlèvement, dit Bertrand, sa voix tombant à un calme terrifiant qui arrêta Marc net. Mais vous avez oublié une règle. Bertrand a soulevé un dossier épais du bureau. Le délit continu de recel de vol.
Il a laissé tomber le dossier sur le comptoir avec un bruit sourd qui ressemblait à un couvercle de cercueil se refermant. Vous ne possédez pas de propriété obtenue par fraude, Marc. Aux yeux de la loi, tant que vous détenez les fonds, le crime est en cours. Nous avons tracé l'argent de la rançon initiale que vous avez blanchi et chaque allocation familiale que vous avez illégalement réclamée en son nom. Pendant qu'elle récurait les soldes de votre buanderie, vous encaissiez des chèques signés par un fantôme. C'est mon argent, claqua Marc, son calme se brisant enfin. Non, dis-je en entrant dans son espace, ma voix froide et létale. Tu l'as juste géré pour moi. Tu étais l'investisseur silencieux dans ma misère, mais la dette a été réclamée. La voix de Bertrand a coupé l'air comme une lame. Le recel de crime ne s'arrête pas tant que l'argent est là. Votre empire technologique de 400 millions. Chaque centime appartient à Éléonore. Vos actifs sont gelés. Votre maison est saisie. Votre vie ne vous appartient plus. Marc a reculé, le visage pâle et terrifié. Il avait peur de ne devenir personne. Il avait passé 30 ans à construire un empire sur une fondation d'air volé. C'était l'illusion du pouvoir. La croyance qu'un château construit sur du sable est permanent parce que les murs sont dorés. Le statut de Marc était un costume loué payé avec la vie d'une enfant. Mais la richesse n'est pas seulement ce que vous avez. C'est la fondation en dessous. Marc n'a jamais été un homme puissant. Il était juste le locataire d'une âme volée. Et une fois que la vérité est arrivée, son statut ne s'est pas juste brisé. Il s'est évaporé. Mais je suis procureur, hurla Marc, sa voix perçante. Vous avez blanchi de l'argent et rempli de fausses déclarations fiscales pendant des décennies, coupa Bertrand. Ces horloges tournent toujours, et elles comptent à rebours jusqu'à 0 en ce moment même. Les gardes fédéraux ont avancé avec détermination. Marc a hurlé alors que les menottes se refermaient enfin. Je me suis penché. Ma voix un murmure qu'il n'oublierait jamais. Tu avais raison sur une chose, Marc. Ça coûte cher de garder une erreur. Et aujourd'hui, c'est toi qui paies l'addition. Les cris de Marc se sont estompés alors que les portes de l'ascenseur se fermaient en sifflant, laissant le hall dans un silence soudain et résonnant. Le commandant Bertrand a fait glisser une seule feuille de papier vers moi. L'autorisation de transfert d'actifs. Ma main était parfaitement stable alors que je prenais le stylo. Pendant des décennies, j'avais été l'investisseuse silencieuse dans la version de la famille de Marc, un abonnement que je n'avais jamais accepté. Maintenant, le contrat était nul. J'ai signé mon nom, non pas Julie Le Fardeau, mais Éléonore de Valois, l'héritière. Vendez tout, ai-je dit à Bertrand en repoussant le papier. Je ne voulais pas du domaine de luxe ou des bureaux de la défense construits sur les intérêts de ma misère. J'ai liquidé chaque actif, chaque compte et chaque centime que Marc avait blanchi à travers ma vie. J'ai pris ces 400 millions et j'ai fondé le registre national Éléonore de Valois pour les enfants disparus. Je voulais m'assurer que chaque trésor volé est un chemin pour rentrer à la maison. Ce n'était pas une vengeance. C'était une comptabilité de l'âme. Les lourdes portes vitrées de la préfecture se sont ouvertes et le vent parisien a été éclipsé par une soudaine chaleur aveuglante. La lumière du soleil a inondé le hall. 2 figures se sont précipitées à l'intérieur. Leur visage vieilli par 31 ans d'attente et d'espoir. Je n'avais pas besoin des rendus ou des dossiers. J'ai senti la connexion dans mes os. Éléonore, chuchota la femme, sa voix se brisant en 1000 morceaux de joie. Ils m'ont tenu comme s'ils n'allaient jamais me lâcher. Et pour la première fois de ma vie, le sol sous mes pieds ne semblait pas sur le point de disparaître. J'ai réalisé que l'on nous enseigne souvent que la loyauté envers la famille est une dette que nous ne pouvons jamais rembourser. Mais comme je l'ai découvert, parfois cette dette perçue est juste une arme utilisée par des gardiens pour vous garder dans une prison de votre propre gratitude. Marc a passé des années à essayer de me convaincre que j'étais inaimable pour que je ne cherche jamais ma propre lumière. Il avait besoin que je croie que j'étais une erreur pour que je ne réalise pas que j'étais la preuve. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, rappelez-vous que votre valeur n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre vous accorde. Ce n'est pas une étiquette que vous devez gagner auprès de gens qui ne vous voient que comme utile. Vous n'avez pas à rester petit pour tenir dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne. Parfois, c'est le seul moyen de vous libérer des étiquettes qu'ils ont essayé de tatouer sur votre cœur. Vous n'êtes pas brisé et vous n'êtes pas un fardeau.